Le sujet qui nous intéresse ce mercredi, antiracisme, les 10 actes pris d'anciennes puissances coloniales. Pour quel objectif? C'est d'ailleurs notre grande interrogation ce jour. Depuis la mort de George Floyd le 25 mai dernier, les manifestations Black Lives Matter de début juin, le vent nouveau d'un antiracisme global souffle sur les ex-puissances coloniales. 10 actes ont été posés en Europe ces dernières semaines. Je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé, dont la douleur est aujourd'hui ravivée par les discriminations encore présentes dans nos sociétés. Pour avoir écrit ces lignes au président congolais Félix Tshisekedi le 30 juin dernier, à la date anniversaire de l'indépendance de l'ancien Congo belge, le roi Philippe restera dans les annales pour avoir été le premier à reconnaître les actes de cruauté commis sous le régime de son aïeul Léopold II au Congo. Un vaste territoire dont il avait fait sa propriété privée et où d'innombrables exactions ont été perpétrées, ce qui vaut au statut de son effigie d'être maculé de peinture rouge depuis les manifestations globales Black Lives Matter. Le monarque n'a pas présenté d'excuses officielles, comme l'a pourtant recommandé en février 2019 un groupe d'experts des Nations Unies sur les personnes d'origine africaine. Sa déclaration a cependant été saluée en Belgique comme un pas important. Jusqu'à présent, l'omerta régnait au sein de la famille royale sur ce passé, un motif de fierté et surtout de nostalgie pour de nombreux anciens du Congo. Patrick Dewal, le président libéral de l'Assemblée fédérale, a annoncé justement le 12 juin dernier qu'une commission d'experts sera mise sur pied pour faire la paix avec le passé colonial du côté du Congo-Kinshasa, dénommée Commission Vérité et Réconciliation. À la manière de l'ancienne TRC sud-africaine, elle n'aura pas le même mandat et ne fera pas défiler les victimes pour qu'elles racontent leur histoire. Il est cependant question de se pencher sur d'éventuelles indemnités financières. Ça, c'est ce qu'on dit pour l'instant. Eh bien, le mot choisi pour ne pas dire réparation, c'est le terme utilisé. Sa composition n'a pas encore été annoncée, qu'elle fait déjà polémique du côté de la Belgique. David Van Rietveld, auteur du best-seller Congo, une histoire, bien sûr, édité à Actes Sud en 2008, estime qu'il faut inclure les membres de la société civile directement concernés. Or, les députés ont demandé à l'ancien musée royal d'Afrique centrale, le MRAC, rebaptisé Africa Museum et au service des archives de l'État, un avis détaillé sur la faisabilité d'une telle mission, sur les différents aspects historiques, sociologiques et etc. qu'une telle mission devrait d'ailleurs comporter, ainsi que sur l'expertise multidisciplinaire belge, mais surtout africaine pour... il faut le préciser, demander publiquement les excuses du côté du Congo. 8 femmes, 8 néerlandophones et 12 francophones issus de la Belgique, du Congo, du Rwanda et du Burundi ont été justement choisis pour cette réconciliation, vérité et réconciliation qui aura lieu justement du côté de la République démocratique du Congo. Les persécutions du régime nazi relancées en mars par les Verts après les fusillades contre 2 bars à Chicha dans la ville de Hanau. Le débat fait tache d'huile depuis la mort de George Floyd, désormais porté par plusieurs partis politiques. En dehors justement du roi Philippe du côté de la Belgique, ils sont nombreux, il faut le dire pour ne pas dire elles sont nombreuses, les ex-colonies à avoir présenté d'ailleurs des excuses, il faut le dire comme ça, à ces colonies, à ces anciennes colonies. Et notre question justement ce matin, pour quel objectif le font-ils aujourd'hui? Parce que nous demandons réparation, Dr Yamb. Vous savez, il y a du sujet devant lesquels vous êtes interloqué. L'Afrique, dans sa relation avec l'Europe, a connu jusqu'à présent 3 génocidaires exceptionnels. Vous avez le roi des Belges, Léopold, qui est responsable de, dit-on, entre 10 et 20 millions de morts au Congo, Burundi et Rwanda. Et là, nous avons un de ses descendants qui, en réalité, ne sait pas quoi faire et nous raconte une longue histoire à dormir debout, qui n'a aucune valeur pour nous les Africains et qui est, c'est-à-dire qu'en étant gentil, c'est une insulte. Nous avons un deuxième
qui est présenté par l'humanité comme étant le plus grand génocidaire, comme le criminel le plus grand du monde, il s'appelle Hitler, qui a provoqué quelque chose qui a fait 70 millions de morts et ouvert l'ère de l'Holocauste nucléaire. Mais le plus grand criminel de l'histoire, le plus grand génocidaire, personne n'en parle. C'est un esprit tellement maléfique que je crois on n'ose pas imaginer que ce soit lui qui a été la cause d'un crime aussi grave et de la situation de racisme que vous dénoncez. Un beau jour d'hiver 1454, un pape, Nicolas V, signe une encyclique qui légitime l'esclavage, déclarant que les Noirs n'ont pas d'âme et que leurs terres sont vacantes et sans maître. Donc il a légitimé à la fois l'esclavage et plus tard la colonisation. Selon l'historienne russe Svetlana Abramova, je préfère la citer parce que elle, son pays, n'a pas été mêlé à l'esclavage. En tout cas pas directement, mais d'une certaine façon, mais pas directement. Elle estime que l'Afrique a perdu entre 150 et 200 millions de personnes durant tout l'esclavage, toute la période de l'esclavage. Les Européens eux-mêmes s'accordent à reconnaître aujourd'hui, dans toutes les études scientifiques qui sont présentées, qu'il y a eu entre 20 millions et 50 millions de Noirs qui sont arrivés en Amérique du fait de l'esclavage. Et ils reconnaissent que pour un esclave arrivé et vendu effectivement en Amérique, il y en a 10 qui sont morts. Parce que lors des razzias, parce qu'on ne pouvait pas attraper tout le monde facilement, il y en a qui ont été tués, d'autres se sont donné la mort, et il y en a une bonne partie qui sont morts dans le démantèlement des camps ou dans les forts, etc., ou certains qui se sont jetés dans la mer pour échapper à la déportation, ou d'autres qui ont été carrément, des cargaisons entières ont été jetées dans la mer parce qu'il n'y avait pas assez à manger, parce que des maladies s'étaient déclarées, etc., etc., ou parce que des pirates avaient attaqué ces bateaux. C'était à l'époque la marchandise la plus prisée. Cet esprit maléfique, à cause de son encyclique, a installé dans l'esprit des Européens l'idée que le noir n'a pas d'âme, l'idée que le noir est corvéable à merci par ce fait, l'idée que ce n'était pas un être humain. Et il s'appuyait sur la Bible des chrétiens. Genèse chapitre 9, vous serez l'esclave de l'esclave de l'esclave de vos frères. Jusqu'à la fin des temps. C'est écrit dans la Bible. Et c'est là-dessus que se fonde le pape pour légitimer une chose pareille. 200 millions d'Africains. 200. C'est-à-dire l'équivalent du Nigeria et de la CEMAC rayés de la carte. Vous prenez le Nigeria, prenez le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad, ces pays, vous prenez toute leur population rayée de la carte. Je ne sais pas s'il y a un esprit aussi maléfique, s'il y a un esprit plus maléfique que celui-là. Mais là, on ne parle que de l'esclavage. On n'a pas parlé des morts de la colonisation. Donc vous pourriez même ajouter la RD Congo, la population de la RD Congo là-dedans, peut-être que ça ne suffirait pas. On n'a pas encore parlé des morts de la période après l'esclavage aux États-Unis. Donc vous pourriez probablement ajouter l'Angola là-dessus. On n'a pas encore parlé des morts liés directement au racisme en Europe, partout dans le monde. Donc vous pourriez probablement ajouter là-dedans la population de la Tanzanie, de la Zambie, de la Zimbabwe, du Zimbabwe et peut-être de l'Afrique du Sud. Vous avez là la seule personne dans l'histoire de l'humanité à avoir provoqué directement par ses actes et pour avoir instillé le racisme dans la tête, l'esprit, le comportement, l'attitude, la psychologie des Européens, responsable de plus d'1 milliard, de la mort de plus d'1 milliard de personnes. C'est cet homme-là qui est responsable de la mort de George Floyd. Directement. C'est cet homme-là qui est responsable de tous les crimes de racisme actuellement dans le monde occidental, du fait à partir de son encyclique. C'est cet homme-là
qui s'est appuyé sur la Bible qui est responsable de cette mort. Et c'est par la Bible que tout ça est justifié. Nous avons beaucoup de peine ce matin. La peine que nous avons lorsque nous évoquons la mort de 500 millions des nôtres au cours des 6 derniers siècles. Je ne sais pas s'il y a un seul peuple au monde capable de revendre, capable d'avoir subi, un seul peuple qui a pu subir au cours de l'histoire de l'humanité un tel écrasage en règle, justifié par des documents qui existent historiquement. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il y a 10 actes qui ont été pris et qui auraient lutté contre le racisme. Mais de quoi on parle? De quels actes on parle? De quels actes on parle lorsque RFI, lorsque l'Occident tout entier passe son temps à nous dire, je vais vous lire rapidement juste les titres, les regrets du roi des Belges, la commission vérité et réconciliation au Parlement belge, le débat sur la suppression du mot race dans la constitution allemande, le Parlement européen qui déclare la traite comme crime contre l'humanité, le Premier ministre des Pays-Bas qui change d'avis sur Pierrot le Noir, le possible boycott de Facebook par les annonceurs, le groupe français L'Oréal qui retire les termes blancs et blanchiment de ses produits cosmétiques, la Banque d'Angleterre qui présente des excuses pour son lien avec l'esclavagisme, le profond regret de la Lloyds of London et Greenkin, c'est des entreprises anglaises, les statues vandalisées à Milan et à Lisbonne, et donc voilà les 10 actes. Mais vous avez d'autres choses. Vous n'avez pas que ça. Vous avez la coalition des villes européennes contre le racisme qui vous présente également 10 actes, 10 points pour lutter contre le racisme. Vous avez 10 points qu'ils ont définis. Alors, de quoi il s'agit? Je vous lis juste les titres. De quoi il s'agit? Ils vont vous dire que, en réalité, la première chose qu'ils vont faire, c'est que ils vont essayer, passons dessus, ça va être peut-être un peu long, j'ai du mal à retrouver, mais ils vont vous dire qu'ils vont mettre en place des actions pour l'emploi, pour l'accès aux emplois et pour l'accès au logement, pour dénoncer et collecter les actes de racisme qui se posent tous les jours. Vous pensez vraiment que quand moi je suis africain, j'entends une telle faiblesse de réflexion contre le racisme, je suis content? On n'est pas en train de parler de 10 morts, on n'est pas en train de parler d'une personne qui est décédée par accident. On est en train de parler de quelque chose qui est organisé depuis des siècles et qui se chiffre en centaines de millions de morts. Et les gens vous parlent de l'accès à l'emploi, de l'accès au logement? Mais c'est quoi cette moquerie? Messieurs, les 2 seules choses qu'il faut réformer pour que le racisme cesse, l'Europe n'est pas prête à y toucher. Il s'agit de leur système éducatif, il s'agit de leur religion chrétienne. Le jour où vous changez dans la Bible le fait qu'on traite les Noirs, les descendants de Cam, d'esclaves de l'esclave de Japheth et de Sem, qui justifie Sem, c'est l'ancêtre des Arabes, c'est ça qui justifie l'esclavage arabe, parce que même les Arabes se fondent dessus pour dire que les Noirs sont des esclaves. Tant qu'on n'a pas réformé ce genre de choses, le racisme ne finira pas. Parce que c'est à partir de là qu'on l'a instillé dans leur esprit, dans le système éducatif. Mais le roi des Belges se moque de qui? Pourquoi les Belges sont racistes? Parce qu'on leur apprend depuis l'enfance à l'école que les Noirs n'ont pas d'âme. Parce que tous les dimanches, chaque fois qu'ils vont à l'église, on leur rappelle que les Noirs n'ont pas d'âme. Si vous ne changez pas le système éducatif, vous ne changez pas la religion, comment vous allez extraire de la tête des gens qui ne doivent pas être racistes? Vous croyez que c'est parce que la FIFA a pris 2-3 petites dispositions que les gens seront plus racistes? Qu'on ne sifflera plus les Noirs dans les stades? Qu'il n'y aura plus de George Floyd? Que l'extrême droite ne votera plus, n'aura plus le plus de voix en Afrique? Les partis d'extrême droite ont le plus de voix en Afrique. Parce que c'est des statistiques. Je ne parle pas de choses que j'invente, c'est des statistiques. Parce que vous croyez qu'il viendra un seul instant où, lorsqu'on n'attaque pas les problèmes à la racine, on pourra les résoudre? Si l'Europe veut que nous l'écoutions sur ces sujets, il faut que l'Europe s'engage à une révolution tellement profonde
que nous les Africains, nous verrons enfin en eux des êtres humains. Parce que la seule chose que nous voyons, c'est des criminels. La seule chose que nous voyons, c'est des génocidaires. La seule chose que nous voyons, c'est que rien ne sera jamais fait tant que ce qui justifie ce sur quoi par quoi ils ont légitimé l'esclavage ne sera pas modifié. Parce que vous ne pouvez pas être en train de tourner autour du pot alors que tout le monde connaît le problème. Et c'est ça qui a construit cette mentalité-là d'être supérieur, etc. Or, qu'est-ce qui fait que les gens sont racistes? Le racisme, c'est essentiellement le mépris de l'autre. Et vous ne pouvez mépriser quelqu'un qu'à partir du moment où vous êtes convaincu d'être supérieur à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pour l'Afrique, et je conclus par là, excusez-moi d'avoir parlé très longtemps, mais je suis vraiment en colère. La seule façon que l'Afrique a de mettre fin au racisme, c'est de se fermer. C'est ce que le Japon a fait avec l'ère Meiji. L'Afrique doit se fermer, penser ses blessures. Et quand elle s'ouvrira à nouveau, elle aura retrouvé ses esprits. Et à ce moment, elle sera assez forte pour résister à tout cela et elle se sera réorganisée autour de repères qui sont les siens. Eric Pepavika, vous avez suivi justement le docteur Yam. Je vais vous poser cette question jusqu'à preuve de contraire. Tout le monde le sait. La race noire est la race qui a le plus souffert sur la Terre, sur la planète tout entière. Malheureusement, quand on parle par exemple du génocide juif, tout le monde s'en réjouit et tout de suite on va chercher, il faut le dire, les assassins, les génocidaires un peu partout dans le monde. Ce qui n'est pas le cas pour les Noirs. Et personne ne demande des excuses publiques. Et justement, il n'y a pas également de réparation. Oui, peut-être je veux commencer par les propos du Dr Yam par rapport à la fermeture de l'Afrique. Si on fait le comparatif avec ce qui se passe chez les Juifs, on questionne là de manière simple la capacité d'organisation des communautés. La communauté juive aujourd'hui, voyez-vous, représente à peu près 0,2% de la population mondiale. À eux seuls, ils ont 22 prix Nobel de la paix. En fait, ils ont 22 prix Nobel. Toutes branches confondues. Et ils représentent un poids économique conséquent et un poids géostratégique indéniable. Ça fait que jusqu'aujourd'hui, le Mossad continue, à travers les archives, les écrits, comment je peux appeler ça, les interviews, à traquer tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé au génocide juif en 1945. Quel qu'en soit l'endroit où tu es et que ton nom est répertorié, le Mossad a la responsabilité, les moyens, les outils nécessaires de te traquer et de te faire juger en Israël. Je pense que le cas le plus patent, c'est un Allemand qui s'était faufilé pendant plus d'une trentaine d'années en Amérique latine, notamment au Brésil, et qui, par un coup du hasard, a été retrouvé et puis extradé à Israël pour être jugé. Cela témoigne du fait que ce peuple-là, aujourd'hui, a pris conscience du fait qu'il ne doit plus être la risée des autres peuples, comme ça a été le cas en 1945. Et c'est leur capacité à s'organiser, à se faire respecter. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Juifs également avaient subi ce type d'humiliation au début, entre la fin des années 1930 et le début des années 1939, qui a été à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale, parce que l'un des motifs d'entrer en guerre était justement d'éradiquer la race juive de la terre, au-delà de sa motivation géopolitique. Il faut également signaler que pour ce qui est du cas du Congo, oui, et de la mémoire qui n'existe pas, le roi des Belges, à la sortie de la conférence de Berlin de 1885, avait hérité du Congo comme étant sa propriété privée. Vous l'avez dit tout à l'heure dans le propos introductif de votre préambule. Et il a exploité ce pays de manière personnelle, individuelle, à peu près plus de 2 300 000 km² de manière individuelle. Et il a fondé sa richesse sur l'exploitation du caoutchouc et de l'ivoire. Si la Belgique est riche, tout le monde le sait, c'est grâce au Congo. Non, il faut qu'on se comprenne bien, parce qu'en réalité, le roi des Belges rétrocède le Congo à la Belgique en 1908. Mais entre 1885 et 1908, le Congo était une propriété privée, un terrain de chasse, oui, du roi des Belges, Léopold II. Parce qu'il faut qu'on fasse la nuance.
Ce n'est qu'en 1908 que la Belgique récupère le Congo comme étant sa colonie. Et l'ensemble des autres colonies qui étaient tout autour du Grand Lac. D'ailleurs, que c'est l'une des conventions de la Première Guerre mondiale qui fait en sorte que le royaume Urudi, Rwanda, se retrouve entre les mains de la Belgique. Donc, durant ces 23 ans de souffrance, de martyrs, hormis l'esclavage qui était déjà aboli, on dénombre entre 10 et 20 millions de Congolais qui sont morts. Et l'une des atrocités utilisées par le roi des Belges était de décapiter, de dépecer les mains de ceux-là, voilà, qui n'étaient pas capables, qui ne remplissaient pas, voilà, d'apporter les rendements escomptés, notamment dans les stations du caoutchouc. Et ces geôliers, ces contremaîtres, obligeaient ceux-là, parce qu'ils ne mourraient pas, à regarder leurs mains quand ceux-là n'avaient pas été capables de pouvoir apporter le rendement escompté. Et quand ils rétrécissaient donc le Congo à la Belgique, ils s'arrangent à brûler tous les documents qui pouvaient l'incriminer dans cet acte horrible. Et cela a permis non seulement d'enrichir la famille royale belge actuelle, mais également à construire la richesse de ce petit pays qu'on appelle la Belgique, qui ne fait pas, qui fait à peu près la moitié de la région de la Dama, à peu près 30 000 km² de superficie. Donc, on a dit une fois dans ce plateau, lorsqu'on traitait du problème de George Floyd, qu'il y a à peu près dans le monde 5 ou 6 pays que l'esclavage a enrichi. Ils se connaissent. C'est la France, c'est la Hollande, c'est l'Angleterre, c'est le Portugal, c'est l'Espagne, et puis c'est le Brésil. Les États-Unis. C'est la Belgique. Non, les États-Unis, bien après. Bien après. Mais les 5 pays européens ou 6 pays européens que l'esclavage a enrichi lourdement, parce qu'il faut le dire, les États-Unis n'étaient que le point de chute des esclaves qui étaient achetés en Afrique par les Occidentaux. Il faut qu'on se comprenne très bien. Plus tard, les États-Unis comprennent l'intérêt de pouvoir se construire une puissance économique à partir d'une main-d'œuvre bon marché qui est installée sur son territoire. Et c'est Marx qui le dit. La meilleure façon d'enrichir quelqu'un, c'est de faire travailler les autres de manière gratuite. Et ça a duré 400 siècles que les Noirs ont travaillé gratuitement pour les Occidentaux. Donc, si on travaille pour toi pendant 400 ans, même s'il faut que quelqu'un prenne le balai et balaye légèrement, au bout de 400 ans, normalement, tu devais être quelqu'un qui est immensement riche. C'est ce qui peut justifier aujourd'hui la richesse ou alors le monde moderne des Occidentaux. Donc, ce n'est pas oublié, les crimes ne sont certainement pas oubliés. Mais aujourd'hui, au-delà des colères, des coups de colère qu'on peut monter, il est question de se structurer pour pouvoir obliger les Européens à changer de paradigme. Tout à l'heure, le docteur Yamba a évoqué le côté de la Bible. Il ne faut pas oublier que l'un des théoriciens, en se fondant justement sur ces écrits de Dr Yam tout à l'heure, c'est également le fameux Léopold II. C'est-à-dire longtemps avant que les impérialistes ne légitiment la colonisation. C'est Léopold II qui adresse une lettre aux missionnaires européens pour leur comment ils doivent se comporter en Afrique. Nous sommes en 1883, c'est-à-dire 2 ans avant la tenue de la conférence de Berlin, qui lui consacre le Congo comme étant une propriété. C'est formidable quand même, en fait, en termes d'escroquerie humanitaire. De donner 2 350 km² de superficie avec une richesse immense, parce qu'aujourd'hui le Congo est un désastre écologique. C'est la raison pour laquelle ce pays fait l'objet de toutes les attaques. Et de toutes les convoitises. Et de toutes les convoitises. Oui. De remettre un pays comme ça à une seule personne. Mais il faut un peu qu'on interroge le PIB de la Belgique. Ou alors qu'on interroge un peu la source de richesse de ce monsieur. Il doit être l'un des hommes les plus riches de ce monde. Pour faire simple. Donc il est question pour les Africains dans ce cas-ci de s'organiser et de faire peur au monde. C'est fermé, oui, c'est une évidence. Parce qu'il faudrait que dans l'ensemble des relations que nous devons entretenir avec les autres peuples, notamment les peuples violents, comme le peuple européen, qu'on mette toujours l'esclavage au centre des négociations. C'est-à-dire ça commence avant et ça doit se terminer à la fin de la négociation. Pour qu'on les envoie le signal que pour une fois, on commence à se structurer et pour une seconde fois, on peut être capable de changer de paradigme en les obligeant à reconnaître publiquement
Parce qu'il y a également, là, à ce niveau également, il y a une grosse hypocrisie qui anime l'ensemble des journées nationales de reconnaissance de l'esclavage dans les pays européens. Il y a une grosse hypocrisie. Il y a une sorte d'humiliation qu'on rejette aux Noirs en les accordant des pseudo-journées de commémoration. Non. Il est question de reconnaître les torts commis contre le peuple noir et toutes les humiliations. Il faut également la réparation. Non, la réparation, même si elle est faite actuellement, parce qu'elle peut être faite sur le prisme des projets de développement, le docteur Diam l'a dit tout à l'heure. Mais on parle de quelle respiration? Est-ce que réparation, lorsqu'on a construit un métro dans un pays qui n'en avait pas, peut ramener 500 millions de personnes tuées, non pas parce qu'ils ont été malades, mais parce qu'ils ont été torturés? C'est compliqué. Albert Anatola, ici, jusqu'à preuve du contraire, plusieurs Africains qui nous suivent d'ailleurs et qui nous appellent de partout nous font savoir qu'aujourd'hui, il est l'heure de ne plus payer la dette. Ça, il faut le préciser. Et qu'il faut que tout ce qui a été volé à l'Afrique lui soit restitué. Oui, disons que il faut déjà préciser que la traite négrière, c'était un projet planifié qui avait des ressorts juridiques, qui avait des ressorts politiques et qui avait des ressorts idéologiques. Donc c'était une philosophie, c'est-à-dire la suprématie blanche sur la race noire. Partant donc de ce postulat, il faut donc que dans le cadre, n'est-ce pas, du patrimoine, je veux dire du règlement du patrimoine de mémoire, que les mêmes colonies d'hier qui sont encore sur le continent africain s'organisent à niveau pour que ce projet de restitution de la mémoire africaine puisse véritablement être organisé comme ils ont organisé leur génocide. Ça, c'est important. Je ne veux pas revenir sur les points qui ont été soulevés par mes premiers copanélistes pour indiquer quoi? Pour indiquer que c'est trop facile. Mais c'est trop facile de prendre une feuille et une plume et coucher quelques écritures là-dessus et penser que le problème va se résoudre. Non, ça ne se résout pas comme ça. Ça ne peut pas se résoudre comme cela parce que, comme tout à l'heure l'indiquait Eric Pépin-Bikaï, non seulement c'est une grosse escroquerie, mais j'ai le sentiment que nous sommes dans un cirque où on va encore se payer la tête, n'est-ce pas, du continent noir, notamment de la race noire. Je voudrais vous rappeler quand même que j'ai le sentiment que depuis l'avènement, n'est-ce pas, de la pandémie du Covid-19, c'est dans l'air du temps. Après la restitution, n'est-ce pas, des reliques des héros de la guerre, des libérations en France, notamment les héros algériens il y a quelques jours, le ABG pense qu'il faut soulager sa mémoire en faisant quelques déclarations tapageuses. Non, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner, comme je l'ai indiqué tantôt, de la même manière que ça a été un projet planifié, la traite négrière, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Il faut qu'ils se mettent également en rang organisé pour justement régler cette question. D'abord, il y a le droit d'inventaire. Il faut d'abord faire l'inventaire parce que les morts, oui, mais il y a les conséquences. Les conséquences sociales d'emploi, les conséquences économiques, les conséquences psychologiques, les conséquences au niveau de la déstructuration de la société africaine et de nos cultures, nos autres cultures, et nos coutumes avec l'avènement de la Bible qu'on nous a imposé, parce qu'en réalité, la plupart des gens qui venaient chez nous, sur le continent africain, s'ils n'étaient pas évangélistes, c'est-à-dire pasteurs, ils étaient des prêtres avec la Bible à la main. En fait, c'était des espions déguisés. Comme aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent sous la camisole n'est-ce pas, d'assistance humanitaire, alors qu'en fait, ce sont des espions. Ça dit que le paradigme a quelque peu changé, le logiciel a changé, mais le problème demeure. Ça, c'est important de le préciser. Je prends à témoin un événement majeur qui s'est déroulé ces derniers temps dans les eaux de la Méditerranée. Vous avez vu un bateau qui a fait le tour du monde avec des migrants à bord pendant 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'on leur refusait l'entrée sur le territoire européen. Voilà donc des histoires, pendant qu'on parle d'un côté
de pouvoir régler là, ce problème de mémoire. De l'autre côté, vous avez la répétition des mêmes actes racistes. Il ne faut pas quand même oublier que même chez les Arabes, il y a des races, il y a les Noirs. Donc, je pense que, et c'est quand même paradoxal, de constater que la race qui a plus de raisons d'être rancunière, d'être violente, c'est cette race qui continue d'être martyrisée. Parce que je peux vous dire que le noir a plus de raisons d'être rancunière vis-à-vis des autres. Les noirs ont plus de raisons d'être racistes, mais paradoxalement, c'est tout le contraire. Et tout à fait paradoxalement aussi, la question de la dette que vous avez évoquée. C'est-à-dire la race qui a plus de raisons de demander des réparations parce que l'Europe s'est bâtie sur le sang des Africains. Ça, c'est important de le préciser. Les États-Unis, à un autre niveau, sont bâtis sur le sang de l'esclavage, c'est le sang des Africains, des races noires, des Noirs. Donc, il est donc tout à fait paradoxal que une race qui a contribué à enrichir les autres et qui continue à les enrichir soit endettée, alors que c'est plutôt l'inverse qui devrait s'effectuer. Donc, c'est ce qui pose donc le problème, justement, de l'organisation qu'un panéliste évoquait tout à l'heure sur le plateau, de prise de conscience et surtout d'actes courageux. Parce que pour justement engager cette discussion avec les colons, parce qu'il faut le dire, nous sommes toujours sur la colonie, nous sommes toujours colonie, quoi qu'on dise. Ça a peut-être un visage relativement humain, mais nous sommes toujours sur la colonisation. Lorsque vous voyez le plan d'ajustement structurel, c'est quoi? Vous avez, n'est-ce pas, ces accords léonins qui ont été signés par certains de nos États. C'est quoi? C'est toujours c'est pour perpétuer la domination, la colonisation, et la néocolonisation, si vous voulez. Donc moi, je crois donc qu'il est de la responsabilité des pays africains, notamment ceux des pays africains qui ont la race noire sur leur territoire, parce que même, il y a même encore un problème qui va se poser, c'est-à-dire l'organisation interne, parce qu'avant d'aller revendiquer une quelconque restitution de la mémoire, il va d'abord falloir s'organiser. Mais puisque nous ne savons pas nous organiser, ça va poser un problème. Donc il y a d'abord un droit d'inventaire. Après ce droit d'inventaire, avant le droit d'inventaire, il faut d'abord une concertation endogène, notamment au sein des différents pays qui ont été victimes, que ce soit de l'esclavage, de la traite négrière et la colonisation. Il faut faire l'inventaire. Parce que les chiffres que les uns et les autres ont donnés sur ce plateau tiennent de qui? C'est ça le problème. Ces statistiques, est-ce que ça vient de nous? C'est pas quantifié. C'est pas quantifiable encore. C'est pas facile de le quantifier. Donc, je pense que lorsque vous avez fait dans l'inventaire, on va donc vous dire, écoutez, de manière solennelle, vous reconnaissez d'abord que vous avez fait cela, présentez vos excuses. Oui, il faut les présenter parce que, encore, même comme les reliques des héros algériens du côté de France ont été restitués en Algérie, le président algérien demande à Macron de présenter publiquement et officiellement les excuses de la France. Ça, on attend de voir. Ceci étant, la question de la dette doit être réglée. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui va être courageux sur le continent, comme nous avons des activistes qui ont quand même pris sur eux de déboulonner quelques statuts qui nous rappellent des histoires sombres de la colonisation de la traite négrière, de l'autre côté là-bas, comme certains de nos compatriotes africains ont pris sur eux de récupérer notre patrimoine culturel à travers des actes symboliques. Il faut donc une organisation, mais nous connaissons justement que les Noirs, ils ont de la peine à s'organiser. Je ne le dis pas parce que je voudrais lancer la pierre à quelqu'un, mais c'est un fait. Si vous prenez, nous sommes autour de cette table, si nous prenons maintenant l'engagement de récupérer, n'est-ce pas, cette caméra qui est devant nous, il y en a qui vont reculer, d'autres qui vont dire, ils vont aller souffler à la hiérarchie qu'il y a un projet qui se prépare. Bon, bref, nous avons connu cela avec le franc CFA. Il y a toujours les nègres de maison et les nègres de chambre. Donc, vous voyez donc que lorsqu'il y a un objectif qui est
dans un mouvement d'ensemble, autant pour moi, dans un mouvement d'ensemble qui peut être engagé, tout le monde n'a pas le même objectif. On vous a compris parfaitement. Patient parfait d'homme jusqu'à preuve de contraire. Les pays esclavagistes d'hier ont encore des colonies, ou encore les colonies d'hier sont toujours sur le continent africain. Et on a l'impression que l'Afrique a laissé faire. Non, on ne peut pas dire que l'Afrique a laissé faire. Il faut peut-être questionner aussi les fondements à la fois anthropologiques, à la fois culturels. J'ai l'impression que tout le monde est triste ce matin. À la fois idéologiques, parce que c'est un sujet casse-tête qui est obligé de nous ramener nous-mêmes à nos propres responsabilités. Je vais commencer par là. Cette bagarre, je remercie Yamb d'avoir essayé de tracer, n'est-ce pas, c'est un fait saillant de cette problématique, mais cette problématique ne pourra connaître de véritable évolution que quand nous-mêmes, dans notre continent, nous pourrons enfin prendre la mesure de la chose et prendre les dispositions pour que nous soyons un continent qui puisse compter, dont la voix puisse être entendue dans le Conseil des Nations dans le monde. Je crois que cette réflexion est tellement profonde, c'est pour cela que certains qui nous ont précédés, je ne peux pas dire quoi, mais comment, ils ont tourné l'affaire dans tous les sens. Ils ont dit, pourquoi on commence à aller de l'avant, pourquoi on commence à imposer de nouvelles donnes sur le plan mondial, il faut absolument que nous, les nègres, au moins sur notre continent africain, nous puissions être unis. C'est pour ça que son formidable ouvrage Africa Must Unite, il faut le relire. Quand tu le relis, au-delà de la littérature, au-delà de la pensée, mais aussi le côté spirituel de cette formidable pensée qu'il faut vraiment dompter pour comprendre les enjeux. Parce que sinon, je vous assure, les activistes que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, on va continuer à faire de l'activisme, on va peut-être continuer à bousculer certains codes pour faire comprendre aux Blancs, parce qu'il y a un débat aujourd'hui, par exemple, en Angleterre, on demande que le premier homme découvert sur le sol anglais était noir, par exemple. Ça bouscule les codes, ça bouscule qui est l'ancêtre des Anglais. Voilà, beaucoup de choses. Sinon, on va en rester là. Mais l'exploitation de l'homme par l'homme, lui, il va continuer. Le racisme, c'est d'abord l'exploitation de l'homme par l'homme. Oui. Ce racisme est le fruit d'une idéologie, des conceptions, des trucs bien pensés, par des oligarchies, par des intellectuels au service, c'est fait d'abord des monarchies, après de la bourgeoisie, pour continuer à exploiter le monde à leur profit. Quand on regarde même aujourd'hui l'Europe, on regarde l'Occident, même là-bas, les décalages sont impensables. Il y a des happy few qui ont l'essentiel, n'est-ce pas du tout, et une large majorité de la population qui croupit dans la misère. Oui. Prenons le cas de deux autres races qui ne sont pas des races leucodermes, si on peut les appeler ainsi. Les Arabes, tout à l'heure, Yambé revient dans la Bible pour nous montrer en quoi les fondements du racisme qui peut permettre aux Arabes de se dire que ces nègres-là, ils n'ont pas d'âme, ils ne sont pas des êtres au même niveau que nous. Mais l'esclavage arabo-nègre, c'est 13 siècles. 13! Si vous parlez de 4 siècles avec les Blancs, c'était 13 siècles. J'ai quelques images, par exemple, de Zanzibar, où il y a même des échanges d'esclaves noirs entre les Arabes et les Occidentaux. C'est incroyable. C'est un sujet casse-tête. Mais il n'y a pas que ça. Tout à l'heure, on parlait des États-Unis et des Amériques, si on peut les appeler comme ça. On nous raconte que Christophe Colomb aurait découvert, tout le monde sait aujourd'hui que c'est faux, que c'est des histoires qu'on nous raconte. Mais même dans les Amériques, là, la date de 1492, pour les autochtones, excusez-moi le terme, mais pour que tout le monde comprenne, pour les autochtones des Amériques, c'est la Nakba pour les Palestiniens. C'est la catastrophe. Le jour où leur civilisation, leur peuple a été en contact avec le blanc, c'est la catastrophe. Je vous rappelle que le pays qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, où les Trump se bombent le torse en disant American First, est un pays qui était habité par d'autres populations. Ils ont essayé de massacrer. C'est un génocide. Massacrer.
Quand on essayait avec les balles et que ça n'allait pas, on créait des armes chimiques et biologiques pour donner dans des couvertures, on empoisonnait des coups d'eau, comment dire ça, des points d'eau potable, et ils mouraient comme des bêtes de somme. Aujourd'hui, ces autochtones-là, je viens sur ce thème que les gens n'aiment pas beaucoup, ils vivent où? Dans des réserves. Allez voir où vivent les Indiens, comment on les appelle là-bas chez eux. Dans les réserves. On a tout pris. Nous avons la chance d'avoir un continent qui est un bloc. Nous avons la chance d'avoir un peuple qui a su résister à toutes ces périodes de violence et de viol. Si nous ne nous mettons pas ensemble, ceci va être un effet d'annonce. Sur un coup, il y a une explosion de Corée comme un volcan. Après, le volcan va se rendormir et puis on va oublier. Le business va continuer. Show must go on. Je vois les footballeurs africains qui participent avec nos musiciens, avec un certain nombre d'artistes, dans ce que j'appelle le soft power noir. Mais vous voyez bien que l'organisation de professionnalisme dans le sport ne peut être que possible. À des professionnels de football. Ne peut être que possible en Occident. Pourquoi? Parce que derrière tout cela, il y a une économie. Il y a une économie solide qui permet d'avoir les sponsors qui vont entretenir les salaires mirobolants de ces sportifs-là. Mais vous pensez que si notre continent continue de rester aussi arriéré sur le plan économique, nous on pourrait s'offrir ça? On ne peut pas. Et donc l'injustice va continuer. Il faut donc interroger les intellectuels. Il faut interroger nos décideurs politiques du moment pour leur dire, si vous voulez que le regard du monde change sur l'homme nègre, il faut que notre continent ne soit plus ce qu'il est aujourd'hui. Notre continent étant ce qu'il est, les gens là ne pourront pas gommer le racisme de leur tête. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'ils ne comprennent pas. Quel est ce continent avec autant d'intelligence sur le plan humain? Avec autant de... Ce n'est pas un désastre, c'est un scandale. Sur le plan à la fois géologique et naturel, etc., etc. Mais qui est aussi backward. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais pourquoi? Parce que la tête, ceux qui décident, ceux qui peuvent orienter, même les intellectuels, même certains intellectuels, ils continuent de penser que vraiment, il faut qu'on continue à être sur le Kabangondo de ces gens-là parce qu'ils sont très forts. On a pris le cas d'Israël. Après la Seconde Guerre mondiale, Israël, c'est quoi? C'est qu'un groupe de leur diaspora s'est réuni, ils ont dit plus jamais. Nous sommes forts, nous sommes dans certaines institutions, nous avons l'intelligence. Nous n'allons plus jamais accepter que ce qui est arrivé avec Hitler nous arrive. Ils se sont organisés. On voit où ils sont aujourd'hui. Avec, Et ils n'avaient pas de territoire. avec comment j'appelle appeler ça, avec des excès. Parce que quand on voit ce que Israël réserve aujourd'hui au peuple palestinien, c'est comme eux-mêmes n'ont pas Aussi au vu de tout le monde, ils n'ont pas su tirer les leçons de l'histoire. Ils n'ont pas su tirer les leçons de l'histoire. C'est inadmissible. Vous comprenez? Mais nous, où en sommes-nous? Où sont nos intellectuels? Où sont les gens qui produisent la pensée? Que disent-ils? Que disent nos politiques? Que disent nos hommes d'affaires? Que disent ceux qui comptent? Ce qu'on appelle entre guillemets nos élites. Écoutez-les. Dans une large majorité, ils sont encore dans la posture du fait que nous ne sommes encore des peuples qui doivent être arrimés aux autres pour pouvoir exister. Dernièrement, je vous ai parlé de quelque chose de banal. Ça peut être dans l'ordre du banal. Nous avons dans un pays comme le Cameroun, dans beaucoup de pays d'Afrique, des gens qui ont trouvé pour ces solutions, pour créer des industries, bien des petites industries, pour se faire de l'argent, de fabriquer des produits cosmétiques pour se décaper la peau, pour qu'on ne soit plus noir, pour qu'on devienne blanc. Et ils ont pignon sur eux. Ils ont des grandes pancartes de publicité à travers nos grandes avenues et peu partout. Et c'est sur eux qu'on compte, soi-disant, pour sortir de la misère. Vous vous rendez compte? L'Angola, quelqu'un a cité l'Angola là. Vous savez quel était le projet portugais au niveau de l'Angola? C'était d'envoyer en masse des Blancs en Angola. Pour que ces Blancs-là fassent des enfants avec des femmes nègres. Pour inverser de manière décisive la population angolaise. En la métissant. Complètement. Allez voir l'Angola. Plus de la moitié des Angolais aujourd'hui, ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Certains, par réflexe, et là j'ai la chance d'y être, ont décidé, ceux qui sont encore des Noirs, que pour rien au monde, ils n'épouseront plus jamais ni un Blanc, ni une métisse. Bon, chez vous, avoir une métisse au Cameroun, c'est le luxe. Ils s'en foutent.
par réflexe, parce qu'ils ont vu le danger de la disparition programmée de leur race. Je prends ces petits cas-là pour montrer que s'il n'y a pas de petits pôles de résistance qui s'organisent, et que plus tard, ces pôles de résistance fassent ce type de passerelles pour densifier ce combat-là, j'ai bien peur que des siècles après, on en sera encore là. Et regardez même l'attitude de la plupart de nos grands sportifs là. Quand ils ont percé, comme on dit, ils ont eu beaucoup d'argent, ils épousent qui? Les blanches. Allez voir les juifs. L'argent doit d'abord tourner près de 10 fois entre les juifs avant qu'ils ne sortent. Chez les nègres, à peine on l'a, on remet sur le blanc. Comment vous voulez que les autres vous respectent? Les Chinois, ça peut à peu près 7 fois. Et tournent entre eux. Mais au-delà de la fin de l'esclavage, la nouvelle forme d'esclavage qui est née, avec cet apartheid validé par les États-Unis, bien appliqué en Afrique du Sud, mais qui existait déjà. On a beau taper sur Hitler, mais Hitler n'a pas fabriqué la poudre à canon. Non! Il n'a fait que reprendre ce qui existait déjà dans la mentalité bien ancrée, n'est-ce pas, de ce genre-là. Il faut une déconstruction à la fois idéologique et anthropologique de ce thème. Et pour cela, il faut justement qu'on muscle le jeu. Et c'est pour ça que je vais revenir aux fondamentaux des pères du panafricanisme. Ils ont bien compris les Dubois. Ils ont bien compris. Je crois qu'ils n'ont pas voulu mettre certaines thématiques en avant pour ne pas s'attirer le foudre des gens chez qui ils étaient. Mais ils ont bien compris que la solution pour qu'on commence à respecter le noir, pour que le noir commence à poser de manière, j'allais dire, dense, cette problématique du racisme, c'était qu'il fallait qu'on se regroupe entre nous, qu'on soit un continent, n'est-ce pas? Et que ce continent-là commence maintenant à dire au monde moderne, voilà, nous sommes des êtres humains. Mais maintenant, je sors par là, je me demande, oui, si ce projet sera possible avec le capitalisme qui dirige le monde. Ce mode économique permet toujours qu'il y ait des comment on appelle ça, des différences, des décalages, des schismes entre les êtres humains et l'homme noir par essence. A toujours été cette main-là où tout le monde veut venir manger. C'est pour cela qu'il faut aussi travailler pour détruire ce capitalisme néolibéral aujourd'hui qui dirige le monde en maître. Il y a aussi le racisme, c'est l'un des fondements du racisme, ce capitalisme-là. Oui. Les autres, les Chinois l'ont compris, les Japonais l'ont un peu compris. On va comment se battre avec les moyens qu'ils ont pour essayer de renverser la vapeur, mais ce n'est pas évident parce que pour qu'eux ils aillent vite, il faut que nous les Africains se réveillent. Or, tant que l'Afrique va être dans le sommet comateux, sur le plan au moins politique dans lequel elle est aujourd'hui, qui a un déphasage avec les ambitions de sa jeunesse, parce que c'est ça aussi la vérité, quand je vois Maître Yam dérouler tout ce qu'il a déroulé là, c'est ça la voie profonde de la jeunesse. Mais nos politiques, où sont-ils? Les loges ont disparu. Les ordres ne viennent plus d'en haut du centre pour irriguer la périphérie avec les nouveaux droits de l'homme que sont par exemple l'homosexualité, etc. C'est comme ça qu'on va faire pour s'en sortir. J'ai bien peur. Donc, continuons de conscientiser, d'éduquer notre jeunesse pour leur faire comprendre que la bataille là, c'est une bataille qui va changer complètement la face du monde. Et c'est justement cette bataille que nous menons tous les matins sur DBS Matin. Albert Anatola, ici, vous avez besoin de réagir rapidement sur les propos de Bachar Bafedo. Je voulais dire rapidement, Steve, que notre histoire, ce n'est pas les autres qui doivent l'écrire. L'initiative ne devrait même pas partir des autres, des gens qui nous ont maltraités, martyrisés, non. On a l'impression que sur le continent africain, tout le monde est muet. Non, l'initiative ne devrait pas partir de là-bas. C'est la question que moi j'ai besoin de poser. J'ai besoin de vous poser cette question. On a l'impression que sur le continent africain, il n'y a que les journalistes qui en parlent. Pendant ce temps, il y a des jeunes gens qui se lèvent pour justement se lever, pour réclamer à corps et à cri leur liberté. Mais les politiques, tout le monde est muet. Il y a un terme que j'ai l'habitude d'utiliser, qui vous fait souvent rigoler. Je parle souvent des administrateurs coloniaux qui sont sur le continent africain. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont été formatés pour pérenniser justement l'idéologie du maître. Maintenant, donc, la plupart, ils vous parlent de caviar, ils vous parlent du vin rouge, ils ne vont jamais vous parler du matango ou bien du mbongo. Non, ils vont vous parler du caviar, du vin rouge, ils vont vous parler des trucs qui sont de là-bas. Parce qu'ils sont dans un formatage culturel. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que
il faut déjà une introspection. Parce que, et puis, il faut que l'homme, le noir que nous sommes, nous changeons nous-mêmes notre propre perception. Parce que c'est la perception que nous avons, que l'image que nous donnons nous-mêmes, qui fait en sorte que les autres nous perçoivent comme ils nous perçoivent. C'est de ça qu'il s'agit. Avant d'entrer dans une ancienne vie, j'ai eu à travailler dans une entreprise privée, très jeune, j'avais 23 ans. J'ai eu l'amabilité, j'allais dire, la curiosité de constater qu'il y avait des blancs incompétents. Mais quand le blanc est incompétent, il ne vous montre pas qu'il est incompétent. Il apprend tout en vous donnant l'impression qu'il comprend ce que vous faites. Et je voyais quelquefois des collègues qui étaient obnubilés parce qu'ils étaient dans un milieu de blancs. En fait, je crois que mon indépendance, ma liberté d'esprit n'a pas commencé aujourd'hui. Et après, je leur faisais comprendre qu'attendez un peu, mais ce monsieur, il est incompétent. Mais comment vous ne parvenez pas à comprendre que lorsqu'il vous pose telle question, ça veut dire qu'il ne connaît pas. Et ils avaient des gros salaires, logés, avaient des voitures de service. C'est pour vous faire comprendre que très souvent, c'est nous-mêmes le problème. Même si, c'est vrai qu'au départ, ça, n'a peut-être pas voulu évoquer cet aspect-là de l'histoire. Je pense que le fait, les prisonniers que nos propres frères faisaient dans les guerres de conquête des territoires ont inspiré justement les autres, notamment les Arabes et les autres, que non, ça leur a donné les idées, qu'ils pouvaient justement prendre des hommes robustes parmi les guerriers pour en faire des esclaves. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a également une responsabilité même parmi nos peuples, parmi nos peuples noirs, la population noire, il y a une responsabilité. Et ensuite les autres. Donc il faut donc une introspection. La preuve c'est que, tout à l'heure je l'ai évoqué dans ma première prise de parole, à savoir qu'aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de nous organiser pour que ce ne soit pas les autres qui prennent les initiatives, pour que ce ne soit pas les autres qui écrivent notre histoire? Non, c'est nous qui devons écrire notre histoire, c'est nous qui devons prendre les initiatives de manière courageuse et changer notre perception, la perception que nous avons de nous-mêmes vis-à-vis des autres. Dr Yam. Je voudrais faire deux remarques. Je demanderai au grand fandom d'éviter un peu le thème nègre. Dans le monde occidental, c'est un terme méprisant qu'on utilise pour appeler les Noirs. Nègre, c'est méprisant. J'aimerais dire quelque chose à ici. Faisons très attention à dire un certain nombre de choses comme ça, comme si elles allaient de soi. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire que nous avons inspiré l'esclavage. Mais monsieur, quand vous prenez l'histoire de l'humanité, mais il y avait des esclaves dans la Grèce antique, il y avait des esclaves partout. Le terme, dites-moi dans votre langue comment on appelle esclave. Comment on appelle esclavage. Esclavage veut dire quoi dans votre langue? Ce mot n'existe pas. Il faut faire très attention à reprendre ce que l'Occident nous renvoie pour se déculpabiliser. Il faut savoir que lorsque les gens viennent chez vous, bombardent vos villes, bombardent vos villages, viennent avec des armes à feu, alors que vous n'en avez pas. Mais que vous ayez des gens dans vos guerres qui sont là ou pas, ce n'est pas ça le problème. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui a subi un traumatisme qui n'a pas de nom sur le plan scientifique et vous venez dire à la télévision que nous sommes responsables de quoi? Vous pensez que les gens qui participaient aux rafles en France, en Allemagne, en Belgique et en Hollande, qu'il n'y avait pas des juifs dedans? Non, il faut rien du tout. Il faut rien du tout. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, il faut rien du tout. Laissez-moi parler, il faut rien du tout. Il faut rien du tout et il faut qu'on soit sérieux. Non, je suis très sérieux. Il faut qu'on soit très sérieux. Demain, vous allez me dire que le massacre, demain, vous allez me dire que les milliers de villages Bassa qui sont vides parce que on a bombardé ces villages au napalm pendant la période de lutte pour l'indépendance, alors que les Bassa étaient complices. C'est pas différent. C'est pas différent parce qu'il y avait des soldats. Il y a des soldats, des gens conscrits, des personnes qui avaient le fusil sur la tempe et qui devaient aller montrer où se trouve ces villages, qui devaient aller montrer où se trouvait le groupe de maquis. C'est la même chose. C'est ce qui s'est passé en Afrique. C'est pas la même chose que j'ai dit. De toutes les façons. De toutes les façons. Je vous dis, c'est ça le problème de l'Afrique. Nous avons des chefs
parmi les Laissez-moi, mais c'est moi qui parle et vous m'interpellez. Vous voyez le problème de l'Afrique, c'est moi qui ai la parole et c'est à moi qu'on demande de me taire. C'est ça le problème. Continuez en tout cas votre propos. C'est ça. En fait, vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte. Nous reproduisons même parfois inconsciemment ce que l'Occident attend de nous. C'est-à-dire que c'est moi qui ai la parole et c'est à moi que vous demandez de me taire. Non, vous avez dit, c'est moi que... La bande est là, on entendrait très bien, c'est moi seul que vous avez appelé. Donc, c'est ça les réflexes que le... Vous n'avez rien compris. Non, moi, je suis sur les faits. C'est ça les réflexes que l'Occident attend de nous. Que nous arrivions même à justifier sa pratique odieuse contre nous, en disant qu'il y a nos frères qui ont fait. Nos frères ont fait quoi? Des gens viennent bombarder au village, ils ont commencé à dire que nos frères ont fait quoi? Là on parlait de l'esclavage arabe. Les gens débarquent dans vous, ils ont même un mot pour dire ça, razzia. Ils débarquent dans vos villages avec des chevaux, avec des armes à feu, avec tout ça là. Vous commencez à dire que il y avait les Africains qui aidaient, ils aidaient quoi? Vous pensez qu'il n'y avait pas des soldats juifs qui aidaient à faire les rafles pendant la Deuxième Guerre mondiale? Aujourd'hui, vous pouvez vous lever et dire qu'il y a un seul juif qui a été mêlé à un truc pareil. Mais ils avaient une arme sur la tempe, monsieur. Vous devez pouvoir vous attaquer à l'auteur intellectuel de quelque chose. Pas un larbin qui est au milieu, qui est dans la procédure, dans le process. C'est à l'auteur intellectuel que vous devez vous attaquer. À celui qui est responsable. À celui qui, au bout du compte, quel que soit l'angle, le bout par lequel vous prenez la chose, est coupable. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dis ceci. Dans quelques secondes, nous allons partir. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Je crois que moi, je vous ai dit dès le départ ce qu'on a à faire. On se ferme. Se fermer... Vous savez, à situation radicale, lorsque vous avez des centaines de millions de morts, des gens qui vous ont tué, des gens comme ça, qui ont déstructuré tout un continent, mais vous commencez pas à avoir des solutions des cosmétiques. Vous prenez une décision radicale qui bouleverse le monde entier. Quand les Arabes ont décidé en 73 d'augmenter le prix du pétrole, vous croyez qu'ils ont commencé à rigoler? C'est ça qui a fait leur fortune aujourd'hui. Et qui a bouleversé l'équilibre du monde. Pourquoi est-ce que nous, les Africains, on est toujours en train de dire il faut d'abord qu'on fasse, d'abord quoi? D'abord quoi? D'abord quoi? D'abord quoi? Lorsque vous avez des centaines de millions de morts qui sont c'est-à-dire que quand on fait la comptabilité, vous avez des centaines de millions de morts sur la table. On fait quoi? Je pense que ce qu'il y a à faire aujourd'hui, ce n'est pas une question d'activistes. Les activistes ne règlent pas ce genre de questions. Les intellectuels, oui. Les deux seules catégories qui sont censées régler ces problèmes, c'est les intellectuels qui doivent dire aux gens la vérité. J'espère avoir essayé de dire aux gens d'où tout cela vient, où est-ce qu'ils peuvent trouver, parce qu'il ne s'agit pas de raconter, il s'agit de dire aux gens, allez lire telle chose, qu'on utilise tous les jours. Ils vont à la messe pour les catholiques 5 fois par jour. Ils vont à la prière pour les musulmans 5 fois par jour. Ils vont à la messe, au temple, je ne sais pas trop quoi, pour les églises réveillées tout le temps. Ils ont leur Bible en main, ils ont leur Coran en main, c'est écrit dedans. Donc il y a un livre qu'on peut trouver partout, même sur Internet, qui justifie cette affaire-là. Il y a une deuxième chose. C'est pas vous et moi, c'est pas un activiste qui va modifier le système éducatif. C'est les hommes politiques. Prenez notre système éducatif au Cameroun. On parle de l'esclavage en combien de temps? Je parle sous le contrôle d'un professeur, d'un enseignant dans le secondaire. Juste en 4e. Bien, on en parle en classe de 4e. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent, on ne comprend même pas. Et on en parle chapitre en passant. Un chapitre en passant. Non, à peu près 3 chapitres, c'est-à-dire en passant. En Afrique, dans le monde et puis au niveau du Cameroun. Mais c'est vague. En passant, c'est très vague. C'est un enseignant qui parle. En passant. Il y a des livres d'ailleurs qui ont été publiés, édités justement en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas jusqu'à présent théorisé sur l'esclavage. Très bien. Donc voilà que c'est un enseignant qui parle. C'est pas moi qui dis. Donc vous avez là des décisions, les décisions qui ont mis en place le mouvement par lequel le racisme s'est produit et existe aujourd'hui. Ces décisions n'ont pas été prises par des activistes. Elles ont été prises par des autorités installées qui avaient un pouvoir temporel des rois. Vous vous souvenez de tous les deals du roi d'Angleterre. C'est des rois, c'est le pape. C'est pas des gens au quartier. C'est pas des types qui étaient fâchés. C'est des autorités installées qui avaient un pouvoir temporel et spirituel et qui ont fini. Alors, les autres choses qui vont suivre, le code noir, Colbert, machin, tout ça là, ça viendra. Les décisions, par exemple, de blanchir l'Argentine aujourd'hui, les décisions par rapport au Brésil, tout ça est venu après, les États-Unis, les lois Jim Crow, tout ça est venu après. Mais c'est des autorités qui ont décidé d'un certain nombre de choses. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il nous faut faire, ceux qui pensent que nous devons lutter contre le racisme,
Ceux qui pensent que nous en avons marre, qu'il n'y a plus de raison, qu'il arrive un jour que nous avons des centaines de millions de nos frères, tués de façon aussi simple, doivent prendre le pouvoir. C'est à eux de prendre le pouvoir. On ne va pas construire les États-Unis d'Afrique, le rêve de Nkrumah ou de Garvey ou de Dubois ou de tout le reste, ou de Wumiobe. On ne va pas construire ce rêve en parlant simplement sur les chaînes de télévision. Ça, c'est le travail intellectuel. On doit le faire pour informer le peuple, pour le préparer. Mais il faut prendre le pouvoir. Parce que c'est lorsqu'on peut signer un décret, une ordonnance, qu'on peut faire voter une loi, qu'on peut faire adopter une loi, qu'on peut la promulguer, qu'on modifie le monde. On ne modifie pas le monde en étant dans les amphithéâtres, en écrivant seulement les livres. Là, on influence. On prépare le peuple, on l'informe. Et il nous faut de grands hommes, des hommes sérieux, des hommes qui ne sont pas dans une perspective de lutte des Noirs contre les autres, ce n'est pas ça, mais dans une perspective de lutte contre tous les maux qu'on a fait subir aux Noirs pour éviter que les autres ne les subissent un jour. Mais au fond, je vous le dis encore, tout à l'heure, je crois que c'est ici qui parlait de la dette, pourquoi on a endetté alors que c'est nous qui sommes les Africains. Je pense que les gens nous ont tellement traumatisés que nous avons tendance à oublier que nous sommes l'aîné du monde. Et en tant qu'aîné du monde, tous les autres qui tentent ou qui essaient tout le temps, de plus en plus, ça a commencé par les Européens, les Arabes, maintenant il y a même les Chinois qui s'en mêlent. Ils nous regardent tous avec mépris parce que nous sommes pauvres. Mais nous sommes l'aîné du monde. L'aîné n'a pas honte. Nous les regardons avec beaucoup de bienveillance, mais désormais ça va être avec beaucoup de fermeté. Et c'est pour ça que j'appelle l'Afrique à se fermer. La meilleure façon de s'assurer que l'Afrique est fermée, c'est les hommes politiques qui vont décider du jour au lendemain. Fermer, la fermeture, elle est physique. Comme on a fermé les frontières, là. Vous avez vu, non? On a fermé les frontières. L'Afrique est morte. Le monde entier, par contre, souffre et attend rapidement que ces frontières soient fermées et tout le monde a décidé que les biens soient ouverts, mais les biens doivent circuler. Nous devons construire les États-Unis d'Afrique. Pardon, donnez-moi juste 30 secondes. Nous devons construire les États-Unis d'Afrique et en construisant les États-Unis, fermer l'exportation de nos matières premières. Parce qu'il faut toucher là où ça fait mal, là où ça réorganise la géopolitique internationale. Décider que nos matières premières, les bourses, c'est ici. Et que c'est nous qui disons quel est le prix. Ensuite, nous assurer que nos systèmes éducatifs sont désormais l'expression de notre vision du monde traditionnel. Et enfin, ça va choquer. Enfin décider que les religions importées n'auront plus de place ici. Parce que ne l'oubliez pas, chaque fois, un État ne peut pas fonctionner sans la religion. Parce que le meilleur contrôle que vous pouvez avoir sur un peuple, c'est la religion. Et l'État doit utiliser ça. Donc nos États vont décider que toutes les religions importées seront interdites parce que c'est elles qui véhiculent une certaine vision du monde. Et ne l'oubliez pas, le pape qui a signé l'encyclique, qui a organisé l'esclavage et donc donné lieu au racisme actuel, c'est fondé sur un chapitre du livre de la Bible, Genèse chapitre 9. Donc, si on a de telles références, il faut bien qu'on réfléchisse et qu'on sache d'où vient fondamentalement le problème. Éric Bikaï, c'est vrai qu'on va se fermer, mais bon, on va pas se fermer à tout, il y a pas mal de mauvaises choses également. Puisque on dit que nous sommes l'aîné du monde, nous devons également regarder les autres avec bienveillance. C'est ce que Yamba a déclaré, il faut pas revenir encore pour en même temps. Il ne faut pas également revenir sur d'autres choses. Vous êtes enseignant, on ne va pas également oublier que il parlait d'un problème éducatif. Quand on a seulement 3 chapitres sur l'esclavage, et on va le dire comme ça, vaguement, c'est quand même un gros problème. Je n'ai pas dit qu'il y a 3 chapitres sur l'esclavage. J'ai dit que l'esclavage n'est pas assez théorisé pour que la jeune génération qui n'a pas vécu l'esclavage puisse en prendre. Vous vous rappelez quand même qu'il y a eu une polémique l'année dernière sur les manuels scolaires. En classe de 5e. En classe de 5e. On parlait de transgenre, l'homosexualité et tout ce qui va avec. Ça, c'est beaucoup plus facile. Donc là, c'était beaucoup plus facile. À l'époque, on était également sortis dans les médias pour essayer d'estiper ce type d'enseignement pour nos jeunes générations. En disant que lorsqu'on enseigne un certain nombre de thèmes aux enfants, la réciprocité, c'est que l'enfant pratique. Donc en réalité, on est en train d'enseigner l'enfant à pratiquer très rapidement. Mais nous, on parle d'un problème de conscience africaine, c'est-à-dire la mémoire africaine. Et nous estimons qu'elle n'est pas suffisamment enseignée pour être bien comprise. Tout comme une bonne partie de l'histoire de la colonisation, de l'impérialisme n'a pas suffisamment été
être transmises aux enfants, ou des luttes anti-indépendantistes pour qu'ils puissent prendre conscience. Et aujourd'hui, on hérite d'un monde hybride. Oui. Et les enfants ont plus tendance maintenant à se débarrasser du chapeau de la tradition et à imposer le chapeau du modernisme occidental. Un modernisme, en réalité, lorsque eux, ils atteignent ce summum-là, ils se font rapidement rappeler qu'ils ne sont pas de ce monde. C'est la raison pour laquelle Parfait disait tout à l'heure que à peine un noir a eu l'argent qu'il a donné à une autre communauté. Or, ailleurs, quand un membre de la communauté a eu l'argent, il recycle d'abord ça tout autour de la communauté. Et que cette histoire de nos célèbres footballeurs, parfois intellectuels, qui prennent pour épouse des femmes qui viennent d'ailleurs, c'est aussi une façon de laisser l'argent dans l'autre communauté. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est marié... Vous regardez souvent les footballeurs alors qu'il y a des chefs d'État qui ont épousé des blanches. C'est ce que je suis en train de dire, la même chose. Et puis à côté de ça, il y a un autre volet que... Vous aimez bien les footballeurs alors que vous oubliez que je sur le continent africain, de ne pas dire. Ils sont là. Concernant un peu le comportement de la France et de M. Macron. Voyez-vous, en février 2017, il se retrouve en Algérie. Et dans son discours, il prononce que la colonisation a été un crime pour l'humanité. J'espère qu'il n'avait pas dit que la colonisation algérienne a été un crime pour l'humanité. Mais lorsque la polémique des oripeaux, de l'esclavage éclate, il dit que Colbert, on ne va pas déboulonner aucun statut parce que on avait, vous voyez un peu la manipulation qui la statue de Colbert qui tourne d'ailleurs devant l'Assemblée nationale française. Donc, en réalité, il y a une chambre qui a été prévue justement pour lui. Il faut le dire à haute voix, les Blancs, quelle qu'en soit leur origine, méprisent fondamentalement le noir. Lorsqu'il s'agit d'un problème noir, il y a toujours un traitement de 2 poids, 2 mesures. Le mec se retrouve en Algérie parce que les Algériens ont farouchement fait la guerre aux Français, les ont même battus sur le terrain militaire. Il reconnaît que leur exaction... On rappelle que les Français n'ont jamais gagné aucune guerre sur le continent africain. Voilà, il reconnaît que leur exaction était un crime pour l'humanité. Mais là où le crime pour l'humanité est palpable, est visible, il dit on ne déboulonnera aucune statue, notamment de celui qui est l'un des théoriciens de l'esclavage dans l'Empire français. C'est terrible. Il y a une raison. C'est terrible. Il y a une justification. Passons donc pour terminer cette édition, finalement, les 10 actes pris par les ex-colonies sur le sol africain ne servent absolument à rien. C'est un... c'est quand même pas, c'est pas des actes. Il y a des entreprises qui ont pris des actes. On parle également de Pays-Bas qui ont également pris un autre acte. Pierrot Lenoir. Bon, c'est pas vraiment des actes vraiment. Non, sur le plan symbolique, ce sont des faux mea culpa minima. Vous vous souvenez que c'est la CIA qui a quand même traqué et fait assassiner Che Guevara. Vous voyez... et Bob Marley aussi. Non, je parle de Che Guevara. Vous voyez l'utilisation de la figure de Che Guevara, de son icône, de sa, n'est-ce pas, dans tous les effigies publicitaires aux États-Unis. Ça rapporte encore beaucoup d'argent pour ces mêmes gens-là qui ont financé cette guerre-là pour éliminer ce monsieur. Donc, je ne serais pas étonné que demain, Black Lives Matter soit encore on le transforme en comment de ça. Ça a déjà été fait. En élément, voilà, en produit économique pour enrichir les gens justement qui entretiennent ce statu quo. Alors, tout à l'heure, mon frère, il me disait l'histoire des nègres. Moi, c'est sur le plan anthropologique. Quand Cheikh Anta Diop écrit nation nègre, machin, c'est quoi? C'est pas un insulte à l'homme noir. Vous voyez, quand on parle même de l'Afrique c'est un mot arabe, hein, qui vient d'Afrique. L'Afrique, peut-être que quand on aura le temps de bien étudier, peut-être qu'on peut débaptiser, n'est-ce pas, ce continent, comme le nom Cameroun. Je crois que tôt ou tard, on sera amené à débaptiser le Cameroun. Ça veut rien dire. Parce que quand vous allez au Brésil, on vous dit, vous êtes de quelle nationalité? Vous dites, tu es Camerounais. Ils traduisent chez eux, ça fait, ils disent, donc c'est une crevette. Vous voyez comment ça sonne? Pour nous, on pense que tout ça... Non, il faudra bien qu'un jour, qu'on s'asseye pour régler tout ça. La question des Occidentaux, là, je vous dis, par exemple, pour nous qui sommes ici, et Yamla dit, ce ne sont pas les activistes, oui, mais les activistes, ils poussent. Ils poussent au réveil et que le monstre qui est dans un sommeil comateux puisse se réveiller pour que justement les politiques, les intellectuels se saisissent du problème. Donc je disais, en ce qui me concerne, vous avez parlé de Colbert, on n'a pas voulu les côtes noires, tout ça, les côtes d'indigénat. On en a parlé d'ailleurs sur mais l'individu, le personnage central, bien sûr, voilà, où tous les politiques français s'accordent, a dit que là, c'est la yellow line qu'il ne faut pas franchir, c'est la personnalité de De Gaulle. Or,
le 27 août, c'est pour bientôt. Il faudrait bien qu'on On questionne le questionne, rôle on va de De questionner. Gaulle dans ce travail d'assujettissement, mais surtout de prolongement de cet esclavage qui ne dit pas son nom, de ce racisme qui ne dit pas son nom sur le continent africain. Albert Anatola ici, messieurs également, en quelques secondes, hein, pour sortir justement de cette édition de DBS Matin. On va pas également oublier que dans les cartes, il faut le dire, du monde, l'Afrique a la même proportion, alors qu'elle a 30 millions de kilomètres carrés. Et pendant ce temps, les autres ont 9 millions de kilomètres carrés, 8 millions de kilomètres carrés, et ils sont plus gros. On ne comprend pas. Albert Anatola ici. D'abord, le débat de mémoire. Là encore, c'est un autre problème. Ouais, d'abord, le débat de mémoire. Parce que exige- normalement, l'Afrique devait être très grosse sur la carte. Non, je veux dire que Mais le devoir de mémoire. Elle a même une petite proportion. Oui, le devoir de mémoire exige d'évoquer tous les paramètres de l'histoire sombre de la race noire, sans tabou. Ça, c'est important, parce que ça, c'est aussi important. C'est pour, par rapport à, n'est-ce pas, à la poussée qu'il y a eu tout à l'heure, l'échange que j'ai eu tout à l'heure avec Yam. Ça, c'est de deux. Je pense que, tout à l'heure, j'ai également indiqué cela. Lorsque vous laissez les autres écrire votre histoire, ils écrivent mal, ils la travestissent et de manière erronée. C'est de ça qu'il s'agit. En 1884, à Berlin, on a partagé le continent africain avec des frontières imaginaires, comme vous voulez. Comment voulez-vous que ces gens-là qui ont été malhonnêtes au départ le soient aujourd'hui? Donc c'est à vous justement de restituer la vérité de l'histoire et des faits. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme vous avez l'habitude de dire, tout à l'heure, il y a Yam qui a fait une proposition qu'il faut s'en permettre. Parce que lorsque vous allez maintenant sur le marché, Tout le monde dit qu'il faut profiter lorsque votre justement épouse va maintenant sur le de marché, cette elle frontière peut facilement faire le marché avec 2000 francs. Oh, avant, tout partait. La tomate est moins chère. Tout partait, tout était exporté. Oui, mais aujourd'hui, Il y a toujours un manque à gagner. Là. Non, c'est veulent difficile, non, hein, qui c'est- veulent c'est une- C'est aujourd'hui- relatif. C'est relatif. Non, je veux dire qui veut que. Non, c'est Non, difficile. je veux dire qu'aujourd'hui, il y a à manger au marché. Sur le plan économique, ce qu'il dit fait plus sens. Le problème, c'est que l'économie qu'on nous a apprise nous laisse croire que c'est quand vous exportez que vous gagnez c'est de l'argent. bon. C'est faux. Donc, alors- C'est pas la bonne économie. Ce d'abord qu'il nourrir dit, la ce population qu'Anatole locale. ici dit, c'est ça la bonne économie. Sauf Vous que- produisez sauf pour que vous les nourrir. producteurs de tomates, eux, ils sont en train de souffrir. créer- Ils de souffrent. souffrir. Ouais, Vous bon, avez- bon, il faut créer un non, non, moteur économique. Non, faut pas que vous Non, ne non, laissez faut pas créer- prendre à ce jeu. Non, non, Quel non. est le coût? Non, attendez, monsieur Oui. Ndom. Terminons, Quel est monsieur. le coût exact de la production de tomates? Faut pas que les gens vous prennent dans des faux trucs. Le coût exact de la production de tomates fait que le vrai prix du cajot de tomates ne doit pas dépasser 1000 francs. Faut pas que les gens vous racontent des Non, histoires. non, non, ce n'est pas ça. C'est ça Merci. qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit faut de quoi? construire. Il n'a pas terminé. Il faut voulais construire qu'il termine. un environnement économique qui permet quand même aux producteurs de tomates D'encadrer. Le coût exact Albert, permet que ça fasse Albert, quelque chose. secondes. En quelques secondes, En quelques secondes, le maintenant, temps est sur le fini. plan, Ouais, sur le parti. plan culturel, il faut que, n'est-ce pas, le continent africain, en tout cas la race noire, écrive son histoire. Que la race doit écrire son histoire. Et lui, peut-être qu'à vous aussi, vous nous Je dites voulais juste introduire un petit mot sur, C'était un sur parti, ce hein. débat entre Dr Yambe et Albert Anatola ici tout à l'heure. Pour dire en réalité que ce que Aïe Santé dit a tout son pesant d'or. Quand vous regardez du golfe de Guinée au niveau du golfe d'Aden, à l'époque, avant des comptoirs de commerce, il y avait ce qu'on appelle les ports négriers. Et on connaît sur ce continent-ci qui l'esclavage a enrichi, au-delà des Occidentaux. Vous connaissez toutes les Bah, personnes. finalement, vous voulez qu'on recommence Non, le non, débat? je pense, on recommence pas. On recommence pas. Je dirais pas autre C'est chose. terminé. Je suis d'accord avec Yam, Il y a- mais c'est notre débat. On a le temps de Il faut faire pas, le faut débat. pas du tout, Le débat faut plus pas du tard. tout faire ça. Ouais. C'est-à-dire que quand c'est- vous c'est le faites, débat. quand vous faites des enquêtes sur la collecte sur l'identification et les arrestations des Juifs en Europe. Vous pensez qu'il n'y a pas des Juifs qui se sont enrichis là-dessus? si. Vous pensez qu'il n'y a pas des Juifs qui ont participé à ça? Mais Vous c'est pensez également même ça pas qu'il y a- l'histoire, parce le que problème, c'est- non, c'est pas attendez, une collecte partielle, c'est seulement ça l'histoire. nous, Merci. nous Merci. les Africains, notre rôle n'est pas de nous. Si nous disons, nous allons d'abord tuer nos propres frères qui auraient été à un niveau ou à un autre. Ils sont même plus en vie. Donc, Bien. vous inquiétez pas. Non, ils ont des descendants. Alors, ce qui va se faire, c'est qu'on ne réglera pas le problème. Le problème n'est pas entre nous contre les Africains. Et c'est ça le danger. Oui. Parce que c'est ça le danger et c'est ça que l'Occident attend. Merci le beaucoup. problème est que l'Afrique règle quelque chose qui l'oppose à quelqu'un qui n'est pas. Mais en même temps, ça n'empêche pas qu'on évoque ça comme étant également l'un des... Merci, Parce que merci moi, monsieur Vous d'avoir vous été là ce attaquez matin. à celui qui est responsable ou les vous gars, la parlez de ses réalisation- relais, de ses larbins. Mais les Je deux- pense que c'est les deux- terminé pour
pour ce matin. Messieurs, passez un parfait homme, je vous dis merci. Merci. Il y a beaucoup de testostérone sur le plateau. Albert Latraïs, merci également. Docteur Yam, Eric Benikaï, merci. Parce que si je continue à vous laisser parler, ça va jamais se terminer. N'oubliez surtout pas, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de l'IBS Matin, la 3e du genre de cette semaine. N'oubliez surtout pas, eh bien, le blanc est une couleur de circonstance, le noir, la couleur de tous les jours, et je porte le monde depuis le premier soir. Bonne journée à toutes et à tous, et à demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.